Donc ici c'est un lieu où on fait moi je suis en exposition permanente, pas en ce moment c'est Michel Katz qui expose, une peintre qui est plus là, qui était là tout à l'heure. On organise des expositions et plein d'événements artistiques comme ce soir et comme d'autres qui auront lieu. On est ouvert que depuis février. Voilà, moi je suis une artiste, j'ai rencontré le propriétaire d'ici, je lui ai parlé du projet, il m'a dit banco, on y va, donc il nous soutient beaucoup, donc en espérant que ça dure longtemps. C'est tout. Moi je vous invite à laisser vos coordonnées si vous en avez envie, il n'y a pas d'obligation, sur ce petit papier parce qu'on va créer pas mal de choses et du coup on peut vous inviter. Si même vous avez des propositions, c'est avec bonheur. Et je ne vais pas parler plus parce qu'il y a les lectures. Voilà. Oui. Ouais, merci. Après, je vous présente Cybèle Castoriadis, qui est comédienne et chanteuse. Bonsoir. Et qui va lire des textes. Je suis Guillaume Tournier, le traducteur. Il y en a certains qui me connaissent ici. Il y a le fan club par là. D'accord. Ok. Ben voilà, et on est accueillis par le Centre culturel hellénique dont Elisabeth Sophie est là. Parce qu'en fait, la Nuit de la littérature, c'est un forum des centres culturels de différents pays. Vous avez la Bulgarie, le Portugal, la Grèce. Nous, on est là pour la Grèce. Je suis très heureux que les neiges de décembre prennent jamais soit le livre invité par la Grèce. Je suis très touché, c'est un honneur. Voilà, on va lire la deuxième nouvelle qui s'appelle Le Marabout et la Junte. Comme l'a fait remarquer Cybèle quand on s'est rencontrés pour parler. Le marabout, c'est plusieurs choses un marabout. Il y en a ici qui connaissent bien l'Afrique. Et le marabout, ça peut être un sorcier. Le marabout, ça peut être un oiseau aussi, un très grand échassier qui peut atteindre 1m50. Ceux qui aiment l'Afrique aiment aussi les oiseaux parfois. Et puis, le marabout, c'est le titre du premier recueil. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bienvenue. Donc le marabout, c'est aussi le titre du premier recueil de Nikos Kavalias, qui est un grand poète en Grèce. Alors, je ne veux pas dire que c'est comme Aragon ou Jean Ferrat, ou je ne sais pas comment, c'est un nom très reconnu en Grèce. Il a écrit ce recueil en 1933 et il avait 23 ans. Et dans la nouvelle qui se passe, qu'a écrite Ménis Komandarias, on est en 69-70. Les colonels sont là depuis 67, ils seront là jusqu'en 74. On est dans Kolonaki. Kolonaki, c'est un quartier ultra chic d'Athènes, très beau, calme et tout. Et la nouvelle commence. Et je précise aussi, pour ceux qui n'étaient pas là à la première nouvelle, c'est qu'on a décidé de lire le premier paragraphe en grec, parce que la langue est magnifique, et puis après, ça bascule en français très vite. Et peut-être on peut dire aussi que donc, dans l'histoire, l'auteur, avec Kostas Tartsis, qui est un très grand écrivain grec. Ah, ça, je gardais pour la fin, peut-être, non? Tu voulais? Ben oui, mais peut-être que ça aide aussi à comprendre un peu. Bon, voilà, ils vont visiter, ils vont voir Kavalias, qui est, et je pense que c'est un peu intéressant de le dire, qui en fait était marin. Donc la majeure partie de ses poèmes ont à voir avec la mer, les bateaux, les ports, les bordels, tout cet univers-là. Parenthèse fermée. Είναι η αρχή της άνοιξης. Μιας άνοιξης που δεν λέει να έρθει. Μάρτι του 69 και ο αέρας από την Πεντέλη και τον ημιτό, αντί για τα πρώτα αρώματα και τα σκυρτήματα, φέρνει κάτι σκληρό και απειλητικό. C'est le début du printemps. Un printemps qui ne s'annonce pas. Mars 69. Même l'air venant de Pendel et de Limitos, au lieu des premières senteurs et des premiers émois, est chargé de quelque chose de dur et de menaçant. Avec la voiture de Kostas, la vieille, la petite coccinelle, nous nous dirigeons vers Kolonaki. Enthousiasme ou fébrilité, nous sommes sur les nerfs, pressés. Notre objectif, recueillir quelques signatures de protestation contre la dictature. Si nous restons à l'écart, alors qui prendra l'initiative ? Les responsables politiques sont en prison ou en liberté surveillée, le Parlement est bâillonné, les académiciens, les directeurs du Théâtre national et des autres institutions sérieuses non seulement ne sont pas pressés de s'exposer, mais font comme s'il ne se passait rien. De plus, quelques écrivains, de droite pour la plupart, continuent, malgré la mise en place de la censure préventive, à publier. Au moment même où nous, les autres, la majorité, nous nous taisons,
distant. Il faut dire qu'avec d'un côté la situation telle qu'elle est, la loi sur la presse qui te laisse écrire ce que tu veux dans les marges, et de l'autre le fait que l'instant d'après on vient te mettre le grappin dessus, tout ne va pas pour le mieux. C'est pour cette raison que le seul texte écrit par nous, c'est cette pétition de protestation dont nous promenons une copie, Costas et moi. Autour de nous, les murs d'enceinte des maisons nous oppressent. Une drôle d'obscurité recouvre la ville. Bien qu'il y ait des lumières et que la vie continue normalement, il n'y a plus rien de normal. Même ce que nous faisons, faire du porte-à-porte pour mendier des signatures, n'est pas la chose la plus facile. Compte tenu bien sûr du climat de peur et de délation. Mais même nous ne nous sommes pas facilement mis d'accord sur le texte de la pétition. Costas démarre et je le laisse me conduire chez le marabout, parce que c'est notre destination ce soir. Lui conduit nerveusement, soufflant, maugréant contre les autres conducteurs ou contre les piétons, même en conduisant il est vraiment schizophrène, et moi à côté de lui, assis à la place du passager, je suis attachée par la ceinture, tel Prométhée, dont le vautour de l'angoisse dévore le foie. Nous sommes déjà entrés dans Charitos et montons vers Vexameni, où se trouve la maison du poète. Nous trouvons une place, alors c'était encore facile de se garer, et Costas fourre la coccinelle à cheval sur le trottoir et sur la rue, avec cette façon si particulière de conduire qui est la sienne. Mets le frein à main, je lui conseille, comme si j'avais une idée sur comment conduire. Ne me dis pas, toi, ce que je dois faire, aboie-t-il en réponse. Et puis écoute, il me fait, je te le dis pour que tu le saches, il veut pas, il signera, tu m'entends? J'écoute patiemment. Si on fait pas gaffe, on le laissera nous vendre des algues à la place de rubans de soie, poursuit-il. Impossible à arrêter. Pour rien, un albatros, un chef mécanicien et autres sornettes. Je les connais, ces façons de faire. Non, je te dis, il doit signer. Nous avons besoin de sa signature. Elle est importante. Je te le dis à toi qui te laisse entraîner facilement. Tu m'entends? Vers où me laissais-je entraîner? Est-ce que j'étais pour un sentimentalisme de circonstance? Mais ce que nous faisions ce soir, est-ce que ce n'est pas par impulsion, par amour pour la liberté et la démocratie? Naturellement, je le tranquillise. Pour quelle autre raison irions-nous chez lui en pleine nuit? Peut-être que lui, Costas, suis-je en train de penser, aurait préféré une visite d'une autre nature, disons, chez un jeune quelconque. Il est près de 9 heures du soir, et même si les journées se sont sensiblement allongées, dehors, il fait un noir d'encre. Les lumières de la ville semblent aussi réticentes que ses habitants à croire encore aux illuminations et aux processions de la Vierge. Seuls les colonels organisent des fêtes à Kalimarmaro en armes, avec des soldats déguisés avec chlamydes, épées, boucliers, et qui dépassent en mauvais goût les superproductions hollywoodiennes elles-mêmes. Ce que Costas décrira plus tard de façon si vivante et avec un humour assassin dans un de ses récits. Il suffit d'un rien pour que nous le laissions nous embobiner. Sa voix me sort de mes pensées. Là, nous jouons notre vie à pile ou face. En ce moment, on nous prend avec ce papier, on nous expédie la sécurité. Tu as peur? Bien possible. Est-ce que ma petite âme à moi ne tremble pas? Et qu'est-ce qu'il dirait à la maison, s'il savait? Seule Lily, avec laquelle je n'étais pas encore mariée, applaudirait. Quelqu'un frôle la voiture, se penche et regarde à l'intérieur. Un mouchard. Mon cœur bat très fort. Nous sortons de la coccinelle avec précaution. Nous observons autour de nous attentivement. La plus petite ombre, à pied ou en voiture, nous paraît suspecte. Le flic de la sûreté et la balance, c'est ce qu'on redoute. Et ça prolifère. Combien de gens de gauche ont été présentés à la sûreté pour affaires privées, mais aussi combien de gens de droite ont été déportés et condamnés? Vis-à-vis de ces derniers, quoi qu'il en soit, je ressens une jubilation secrète. Il était temps que ceux-là aussi goûtent ce que dans le passé ils ont fait subir aux autres. Quant à moi, le banc des accusés m'était déjà connu. Tout récemment, il m'avait condamné pour un de mes livres en l'accusant d'être grivois. Que soi-disant, il dévoyait la jeunesse, comme si on avait besoin de livres pour dévoyer les jeunes. J'ai encore à l'oreille la voix du procureur quand mon avocat avait invoqué l'exemple d'Aristophane pour défendre mon franc-parler. Mais Aristophane aussi est condamnable.
Alors je me suis dit en moi-même, tiens-toi prêt, mon petit écrivain, à passer les jours qui te restent en tôle. Mais finalement, j'ai réussi à sortir victorieux de cette épreuve-là. Une victoire comme celle-ci, encore aujourd'hui, je ne l'aurais pas espérée. Dans l'entrée de l'immeuble, nous cherchons sur le tableau à moitié éclairé le nom du marabout. Les ombres sont belles en poésie, mais pas chez les poètes. Impatient et nerveux, Costas commence à appuyer au hasard sur les sonnettes. Dieu sait quelle pagaille nous mettons dans l'immeuble. On s'en fout. Est-ce que par hasard le bouleversement du pays embête les habitants de Kolonaki ? Et effectivement, on commence à entendre des voix dans l'interphone. « Qui est-ce ? Que voulez-vous ? Mais vous n'avez pas honte ?» Au bout d'un moment, nous réussissons à appuyer sur la bonne sonnette, on nous ouvre, nous prenons l'ascenseur. La porte de l'appartement est entrebâillée. Sur le palier, nous attend la sœur du poète, Madame Zegna. Amicale, non. Soupçonneuse, pas plus. Disons comme si elle avait pressenti le but de notre visite. Asseyez-vous, Kolias arrive. Kolias. C'est ainsi que ses proches et ses amis appellent le poète. Je pense que ce nom trouve racine dans son pays d'origine. Il est né en Mandchourie. Bientôt, après qu'on nous a apporté du thé et des biscuits, apparaît le marabout. Bien en chair, taille moyenne, avec des yeux enfantins et ronds, et le visage buriné du marin. Nous nous asseyons autour d'une table recouverte d'une nappe d'un bordeaux soutenu. Jovial, il choisit de s'asseoir entre nous. Sa tête chauve brille sous le lustre. Costas me présente. « Je le connais, lui dit-il. Nous nous sommes déjà rencontrés. » Je me souviens, et ça me fait un choc, que nous nous étions rencontrés avant la dictature dans les couloirs du Mesembrini, le journal où j'avais travaillé pendant un temps. Ce n'est pas toi qui as publié un poème marin dans Ekloyi ? Une de mes premières tentatives poétiques, et parmi les dernières, publiée dans la revue qu'éditait le groupe de presse d'Hélène Vlachou sur le thème d'un naufrage et du tourbillon qui faisait tournoyer les naufragés avant de les engloutir. C'est peut-être ça qui l'avait ému. Maintenant, je n'écris plus que de la prose, lui dis-je. Ça ne fait rien, me dit-il. Moi aussi, j'ai écrit le quart. On m'a dit que c'était bon. Mais même si on ne me l'avait pas dit, je n'aurais pas regretté. J'espère que le thé vous a plu, nous dit Kolias. Et il redonne le papier à Costas. À nouveau, un silence de plomb. J'imagine que vous ne me jugerez pas mal, dit le marabout, rompant le silence le premier. Mais ne me pensez pas indifférent et insensible à tout ce que subit le pays. Je le sais, moi, que mon cœur souffre et que mon âme se serre. À tous les étrangers qui m'interrogent sur la situation ici, j'ai honte de raconter. J'ai du mal à leur expliquer. Comme si nous étions un de ces pays d'Amérique latine où j'ai voyagé. Il fait une pause et poursuit. J'espère que tout se passera bien, même sans moi. Excusez-moi. Je vois le visage de Costas qui va exploser. Il est devenu tout rouge. Jusque-là, il se retenait. Mais le moment est venu où il va exploser. « Mais tu nous dis quoi, là ?» Subitement, il crie, me faisant frissonner de partout. « C'est quoi ce que tu nous dis, Kolias ?» Je le vois qui tremble. Je tremble, moi aussi. Il poursuit. « Est-il possible que tu te justifies devant nous, toi, après toutes ces années de service, avec tes obligations chez toi, avec ta stature, est-ce possible ?» Il veut dire quoi en disant ça ? Parce que pour ce qui est de la taille, le malheureux Kolias s'en manquait un peu. Je me retiens d'être pris d'un rire nerveux. « Est-il possible que tu envoies en l'air tout ce que tu as mis tant d'années à obtenir pour ce papier de merde ?» dit Costas. Il tend la main et il agite le papier en l'air. Je n'en crois pas mes oreilles. Il me semble que je vis un rêve. Et bien que je connaisse ses sautes d'humeur, la seule chose à laquelle je ne m'attendais pas, ce sont ces mots-là dans sa bouche. Il continue, emporté. Non, Kolias n'y pense même pas, ça ne fait rien, rien ne presse. Nous ne sommes pas venus ici pour des signatures ou je ne sais quoi. Il y en a d'autres qui s'empresseront de le faire, d'autres qui sont fous de ça et qui attendent le premier prétexte pour voir leur nom imprimé. Ce que même leur mère n'arrive pas à influencer. Non, tu nous excuseras, nous ne sommes pas des maîtres chanteurs, nous. Nous ne ressemblons pas à ceux qui nous gouvernent avec leurs fouets et leurs menaces. Nous passions plutôt pour voir si tu allais bien, nous informer sur ta santé, profiter de ta compagnie. Nous qui t'aimons tant et qui te liaisons depuis que nous sommes petits. Pendant un court instant, une pensée folle me traverse.
Est-ce qu'il n'aurait pas dit ça exprès? Est-ce que ce n'était pas une façon de piquer son amour-propre? Est-ce qu'il n'a pas envie d'aller plus loin et de l'insulter? J'observe Kollias à présent. Il a penché la tête de côté, comme un enfant qui écoute un conte et est prêt à y croire. Son visage a de la douceur. Il me prend l'envie de l'embrasser. N'y pense même pas, poursuit sur le même ton l'écrivain. À moitié levé de son siège, il pose ses 2 mains sur les paumes de Kollias. J'aurais aimé avoir un appareil photo pour les immortaliser, pour être cru par tous ceux qui peuvent en douter aujourd'hui. Kollias va dire quelque chose. Ne dis pas un mot, je t'en prie. Le terrifiant Costas le coupe. Non, ne dis rien. Tu n'es en rien responsable. Nous, on est venus au cas où tu aurais voulu signer. Et pour le cas où tu aurais dit plus tard qu'on t'avait laissé en dehors du coup. Qui ça? Toi, le marabout? Tu comprends? Je regarde ces 2 hommes, presque au bord des larmes, prêts à se jeter dans les bras l'un de l'autre. Mais à ce moment-là, la porte vitrée du fond s'ouvre en grinçant. C'est Dame Jane. Elle vient vers nous, visiblement inquiète. Ce n'est rien, ma Jane. Son frère la rassure tout de suite. Nous avons bu un peu trop de thé et nous sommes ivres. Comme pour la première récit, les pauses, c'est des petites coupures. Donc, c'est terminé. Costas démarre. La petite coccinelle est pleine de fumée. L'humidité de la nuit et la fumée ont aussi couvert de buée les vitres. Même à l'extérieur, l'atmosphère est embrumée. Comme si d'un moment à l'autre, quelque chose devait arriver. Comme un bouton qui s'est empli de pus et dont on ne sait pas si on doit l'inciser ou le laisser mûrir. Les informations sur ce qui se passe sont vagues et contradictoires. Les uns disent que là où on en est, la junte est en train de tomber, mais d'autres prétendent qu'elle a encore de l'avenir. Nous sommes arrivés sur l'avenue qui fait le tour du Lycabette, à côté de la maison où habitait alors Costas. Il se tourne tout à coup vers moi. À toi, comment il t'est apparu, Kollias? J'avale ma salive. Comment il m'est apparu, dis-je? Sublime. Il se tait. Il se retourne et me dit... Et si tu veux savoir, Kollias est inscrit au parti depuis des lustres. C'est pour cette raison-là qu'il n'a pas signé, je demande? Je ne sais pas. J'ai entendu que pour chacun de ses voyages, il a une permission spéciale que lui obtient un de ses amis armateurs. Imagine ça maintenant. Mais puisque tu savais, lui dis à mon tour, pourquoi on est allé chez cet homme? Maintenant, tout me revient à l'esprit. Je me rappelle, c'est-il qu'à ce qu'il a raconté dans une taverne. J'ai encore à l'oreille ces paroles. De même que l'un a son chauffeur personnel, celui-là a son mouchard personnel. Cela se montre pour un oui ou pour un non. Quelle importance ça a, ajoute-t-il. Ça, que c'est un homme. S'il était seulement poète, ça se comprendrait qu'il n'ait pas tant de dignité que ça. Ce ne serait qu'un littérateur de gauche constipé de plus. Mais lui, il est authentique. Pour moi, il se renchérit. Pas du tout un quelconque gratte-papier. Je l'observe du coin de l'œil. Quel drôle de type, suis-je en train de penser. Dans sa schizophrénie, je distingue une âme noble et de la grandeur. C'est un mec, ça. Et bien qu'on le traite ou l'honore d'être un pédé. Ah, si on était ailleurs, dans d'autres mains, insiste-t-il, plein de sous-entendus. On serait des pachas maintenant, t'es d'accord? D'accord ou pas d'accord, dehors c'est le printemps. Et bien que la junte soit là, la floraison sur la pente du Lycabette explose, comme les odeurs. Cachés par les feuillages, j'imagine les petits couples qui s'embrassent. Un peu plus, et je croirais que c'est une nuit comme celle qu'on vivait autrefois, une nuit insouciante, une nuit blanche qui nous faisait tourner la tête et qui se concluait par un petit verre de vin dans une taverne. Tout à coup, il freine brutalement au beau milieu de la route. Heureusement, aucune voiture ne nous suit. Il allume la petite lumière du plafonnier et cherche comme un fou la liste avec les noms. Voilà, il me montre avec le doigt. On va maintenant chez celui-là. Qu'est-ce que tu crois? Qu'on en a fini? On va chez lui et gare à lui, à ce fils de pute, s'il fait mine de refuser. Qu'est-ce que tu crois? Qu'ils sont tous comme Kollias? Je lui saute au cou et je le fous par terre. On m'arrêtera pour assassinat avant que les colonels me jugent. Il frappe avec force de sa main sur le volant. L'enfoiré! Il va pour démarrer. Toute la bagnole se met à trembler. Le frein à main, Costas, je lui crie. C'est étrange. Il me semble que tout cela est arrivé hier. Et comme aucun des deux ne vit plus à présent, je reste seule, moi, à témoigner de tout ça.
du cœur pur de l'un et de la grandeur d'âme de l'autre.